Ça y est, nous sommes en direct. Je suis très heureux une nouvelle fois de vous retrouver en direct sur Facebook pour cette nouvelle rencontre en live que nous vous proposons avec le festival Eurydice du court-métrage. Et nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Lisa Paturel. Bonjour Lisa. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait très plaisir d'être là avec vous. Je t'en prie, le plaisir est largement partagé. Mhm. On va parler ce soir de coaching d'acteurs, parce que tu es coach d'acteurs. J'avoue que moi, j'avais jamais vu un métier. Je sais pas si on peut parler de métier. Donc tu vas pouvoir nous en dire plus. Je te laisse te présenter d'ailleurs. Qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu? Bon, présenter comme ça, ça donne du poids. Donc, je m'appelle Lisa Paturel. Je suis tout d'abord comédienne. Donc, mon métier, c'est quand même comédienne. Je suis comédienne d'origine russe. Donc, j'étais née, formée en Russie. J'ai passé plus de 8 ans au théâtre en Russie. Donc, j'ai eu quand même un bon background et une bonne expérience dans le théâtre de l'État à Moscou. Et après, j'ai déménagé en France pour les raisons complètement personnelles. Donc, ça fait à peu près 6 ans que j'habite en France et je suis comédienne du théâtre et du cinéma. Mais effectivement, entre autres, je suis aussi maintenant un coach d'acteur et un professeur de théâtre. Donc, je travaille dans plusieurs écoles de théâtre et depuis plusieurs années, en fait, j'ai mon propre coup de cœur. J'ai vraiment une petite direction que je développe avec beaucoup de passion. C'est d'abord un blog qui s'appelle Pour les comédiens sur Instagram, qui était donc dédié en fait à tous les comédiens avec qui j'avais envie, et j'ai toujours envie, de partager tous les astuces, les tutos, les savoir-faire sur justement la carrière dans le cinéma. Et donc, oui, en ce moment, je suis un coach de carrière dans le cinéma. Je travaille individuellement avec les comédiens et je les aide un peu de trouver les repères, de savoir comment se présenter à l'industrie. Donc, voilà, il y a quelques temps, il y a quelques semaines, j'ai lancé la formation complète sur la construction de la carrière dans le cinéma qui s'appelle Vers un rôle de rêve. Donc, je suis vraiment très heureuse de comment ça se passe en ce moment parce que mes élèves n'ont pas encore terminé. Ils sont à moitié du cursus. Donc, voilà, c'est brièvement ce que je peux dire à propos de moi. Alors, c'est quoi un coach d'acteur? Enfin, t'as commencé à y répondre. C'est très large. On en a discuté ensemble. Moi, je voudrais te poser une première question là-dessus parce que c'est ce qui m'a le. Parce qu'en fait, au final, tu vas me dire si je me trompe. Peut-être que je me trompe totalement. Ouais. En fait, quand tu m'as dit, donc moi, je suis pas comédien, hein. Quand tu m'as dit, quand on a commencé à parler ensemble, moi, j'imaginais quand on m'a dit coach d'acteur que tu aidais à jouer un rôle, à interpréter. Et en fait, en creusant un peu le sujet, j'ai l'impression que c'est pas spécialement ça, en fait. On est vraiment plus sur Non, de la gestion de carrière. Euh, absolument. Après, comme je suis comédienne, je suis professeure de théâtre, je aide avec ça aussi. Donc, j'aide les comédiens à se préparer au casting, au self-tape. Donc, il y a aussi cette partie du travail. Mais c'est vrai que principalement, si je dis que je suis un coach d'acteur, mais vraiment, ça sonne trop large. C'est pour dire surtout que j'aide les comédiens vraiment à avoir un regard très objectif sur leur parcours en fait et sur leur carrière. Donc, je les permets déjà de comprendre en fait qu'est-ce que l'industrie attend d'eux. Parce que le problème, c'est que beaucoup de comédiens qui savent très très bien jouer, qui sont vraiment des très bons comédiens, qui ont beaucoup d'expérience, ou même s'ils n'ont pas d'expérience, mais ils viennent de sortir d'école de théâtre, donc ils sont tout prêts au niveau technique, en fait, de vraiment commencer à jouer et gagner leur vie avec le travail, le métier pour lequel ils sont formés. Mais en fait, il manque d'outils, il manque de compréhension de qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir cette chance, en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire
pour avoir l'accès au casting, pour que leur mail attire le regard du directeur de casting quand il l'envoie comme ça dans la foulée parce que la concurrence est exceptionnelle en ce moment. Donc, comment vraiment se positionner, comment comprendre déjà qu'est-ce qu'on peut jouer, donc dans quel type de rôle on va être les plus forts, comment démarcher. Et souvent, j'ai compris ça en fait avec mon propre expérience parce que quand je suis arrivée en France, j'ai dit que j'étais déjà comédienne, donc j'ai eu beaucoup d'expérience au théâtre, mais c'était au théâtre, c'était une autre chose, c'était en Russie, c'était un peu, c'était une terrain sûr pour moi. Et là, je suis arrivée dans un nouveau pays, je parlais pas du tout le français, je connaissais personne et j'avais envie de me lancer dans le cinéma. Et j'ai compris qu'en fait, je ne savais pas du tout quoi faire, malgré le fait que j'ai eu quand même une grande expérience du jeu derrière moi. Et j'ai fait énormément d'erreurs. Donc, en fait, j'ai commencé, comme beaucoup d'acteurs, à taper dans toutes les portes, à envoyer les mails comme ça, des centaines de mails par semaine, à toutes les adresses que je pouvais trouver. Je ne connaissais pas comment je dois faire les photos. Je ne savais pas me comporter en casting. Et je comprends qu'en fait, ce sont des choses qui sont assez bêtes, assez simples, mais personne ne les apprend. Et donc, on ne peut les apprendre qu'en faisant nos propres erreurs. Et je comprends que moi, j'ai perdu, mais clairement, 3-4 ans, en fait, pendant lesquels j'aurais bien pu travailler, juste en essayant de comprendre comment ça fonctionne. Et après, j'ai découvert que comme discipline, en fait, le positionnement de l'acteur, le self-management, comment ça s'appelle, ça existe depuis des années et des années aux États-Unis, à Hollywood, à New York, en Europe, dans les certains pays, en Russie. Donc, en fait, c'est une discipline qui a déjà sa place et depuis longtemps dans le milieu du cinéma, mais qui n'était absolument pas abordée en France. Et du coup, j'avais juste au départ envie de partager tout ce que j'ai appris parce que je me suis dit, bon moi, j'aurais bien voulu avoir comme ça un coach comme ça quand je suis venue en France. Je pense que ça aurait pu m'économiser plusieurs années, vraiment. Parce que souvent, c'est un accompagnement, mais souvent, une seule rencontre, ça suffit déjà pour que l'acteur comprenne dans quelle direction s'avancer. Donc, c'est pas vraiment un coaching qui dure des années. Je suis pas un psychanalyste, quelque chose comme ça. Donc, c'est juste pour éclairer un peu. On a Philippe dans le fil de discussion. Alors, c'est pas une question, c'est plus pour appuyer ce que tu viens de dire. Il nous dit oui, c'est vrai, aujourd'hui, il y a tellement de monde et de concurrence que déjà être retenu à un casting est déjà une petite victoire. C'est une grande victoire, je redis même. C'est une très grande victoire. Parce que c'est vrai que quand on postule, et surtout pour les rôles plus ou moins importants, il faut comprendre que les directeurs de casting, ils reçoivent vraiment des centaines de candidatures. Et parmi les centaines de candidatures, ils vont peut-être voir en casting une trentaine. Et donc, si on pense avec ces chiffres-là, on comprend que même si on n'est pas confirmé, c'est déjà une bonne raison de se dire, mais vraiment, bravo, bravo, j'étais bon. Je mérite un petit champagne ce soir parce que j'ai déjà passé l'étape qui est le plus difficile peut-être. On a déjà abordé le sujet il y a quelques semaines. On a reçu Caroline, qui est directrice de casting pour le coup. D'ailleurs, si vous l'avez loupé, c'est disponible en replay sur Facebook et notre chaîne YouTube. Ce serait quoi si tu avais 3 conseils à donner pour… déjà, il faut les trouver, les castings, avant même d'y postuler. Comment ça se passe? Là, bien sûr, on a des sources, on a des sites, on a Facebook qui marche vraiment bien en ce moment. Mais pour moi, personnellement, je pense que la manière la plus sûre et la plus intéressante de trouver les castings, c'est la construction du réseau, tout simplement. Parce que c'est vrai que les meilleurs castings doivent nous trouver nous-mêmes, en fait. Et le but de mon coaching, c'est justement d'expliquer aux acteurs de comment se positionner et comment construire les relations avec les gens qui travaillent dans le cinéma pour que finalement les castings les trouvent. Donc, pour que les gens de l'industrie pensent à eux quand ils ont un casting auquel ils peuvent correspondre. Donc, quand le directeur de casting il vient vers toi et en te disant, écoute, j'ai un casting pour toi,
ça, c'est la manière vraiment idéale. Ça veut dire qu'on a bien construit les relations. Ça veut dire que les gens savent qu'on existe. Les gens savent qu'est-ce qu'on propose au marché, parce que c'est quand même le marché. C'est l'art, mais aussi c'est le grand, grand marché. Et donc, les gens, ils viennent le chercher eux-mêmes. Et pour ça, il faut construire le réseau. Il faut vraiment le faire avec beaucoup de soin, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de respect. Tout simplement, ça va se reposer à ça, sur le réseau. Parce qu'en France, c'est pas comme en Angleterre, par exemple, où on a des portails comme Spotlight, qui est une immense plateforme qui réunit vraiment tous les acteurs professionnels et qui permet aux directeurs de casting de publier les annonces de casting, les vraies annonces de casting, je veux dire, pas que des petits rôles de figuration. Donc, des castings importants et qui permet aussi aux directeurs de casting de chercher sur cette plateforme les profils de comédiens. En France, on n'a pas encore les structures comme ça et c'est ça qui bloque. Et c'est ça qui nous oblige un peu de passer par le réseau, mais qui, au final, moi, je trouve, est vraiment le moyen le plus sûr de trouver les castings. Tu penses quoi de Nawak? Nawak, c'est le type de plateforme dont tu parles quand même, non? Oui, c'est un peu ça. Nawak, Modifax, il y a pas mal de sites quand même qui ressemblent un peu sur ce principe, mais je sais que les directeurs de casting, ils n'utilisent pas trop Nawak pour chercher les comédiens, donc c'est vrai que ils vont pas là-bas pour vraiment faire leur chasse. Nawak, je sais que ça marche. Il y a beaucoup de comédiens pour qui ça marche plutôt bien, mais je trouve que quand même, dans ceux qui proposent Nawak, la plupart du temps, ce sont des castings déjà pour des petits rôles, pour peut-être parfois des rôles secondaires, mais c'est vrai que ce ne sont pas des annonces qui font rêver tout le monde. Donc, tout le monde veut avoir l'accès aux annonces pour des rôles vraiment importants. Et c'est ça qui bloque parce qu'on a le mythe très fort qu'il faut avoir un agent pour ça. Parce qu'en France, pour l'instant, c'est que l'agent qui a l'accès à ce type de casting. Donc, moi, je ne suis pas ni pour ni contre les sites payants. D'un côté, ça me révolte un peu le fait qu'on doit payer pour avoir l'accès déjà aux propositions du travail. Parce que, bon, déjà, je pense que les comédiens, ils galèrent déjà suffisamment pour, en plus, être obligés de payer pour ça. Après, si on compare, je viens de parler de Spotlight. Spotlight, il est payant aussi et il est très, très cher même. Mais Spotlight, c'est un autre niveau, c'est un autre statut. Donc, en fait, c'est le statut d'acteur professionnel qui t'ouvre des portes vers les castings de rêve, entre autres aussi. Ce qui n'est pas pour l'instant le cas de Nawak, je trouve. Donc, je connais beaucoup de comédiens qui aiment Nawak parce qu'ils arrivent à bien travailler avec, mais je pense que c'est surtout intéressant pour les gens qui travaillent dans la publicité ou qui ont besoin de cachets en urgence parce que c'est vrai que Nawak, il permet de répondre rapidement aux annonces qui ont besoin d'être rapidement en fait couverts. Donc, quand vraiment l'annonce est urgente. Dans tout ce qui concerne les rôles plus grands, plus importants, je trouve que c'est moins efficace, à mon avis. Je ne sais pas, Corinne, est-ce que tu as quelque chose à dire? Ah, on n'entend pas? Moi, j'entends pas. Là, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Okay. Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, en sachant que Nawak a un accès gratuit sur certaines annonces, mais justement, quand on reçoit, par exemple, un mail disant que par rapport aux critères d'âge auxquels on s'est inscrit à Nawak, systématiquement, l'annonce est déjà parue depuis quelques heures ou quelques jours, donc il y a un petit décalage. Par contre, ce que j'ai remarqué quand même sur les annonces que l'on reçoit de Nawak, elles ne figurent pas, il n'y en a pas beaucoup que je vois circuler justement sur les réseaux, sur Facebook, sur tous les réseaux qui existent d'annonces de casting. Donc, je ne sais pas, moi je ne suis pas inscrite, je ne paye pas pour Nawak, je suis juste inscrite comme ça en tant que gratuité. Je pense qu'il y a un côté quand même positif par rapport à Nawak, par rapport à ça, mais bon, est-ce que c'est une façon de faire de la pub pour s'inscrire et payer? Je ne sais pas. Je sais que j'ai les mêmes retours que toi sur certains
comédiens qui sont contents d'être chez Nawak, il existe aussi la newsletter qu'on reçoit, le newsletter de l'acteur qui est gratuite, il suffit de s'inscrire pour la recevoir. Et concernant Movifax, il y a un petit décalage quand on paye. Quand on paye, ça doit être 35 € l'année. Il y a un petit décalage de quelques heures, on va dire. Mais les annonces apparaissent régulièrement au fil de la journée sur les réseaux sociaux, quoi. Voilà. Je trouve ce qui est vraiment intéressant sur Nawak, c'est ce qu'il propose de créer la page pour le comédien et la page qui reste assez correcte, assez propre. Donc, pour beaucoup de comédiens qui ne veulent pas vraiment s'embêter pour créer le site professionnel ou vraiment une autre sorte de vitrine de leur travail, ça peut être une solution. Donc, oui. Quand je suis arrivée en France, comme je dis, j'ai testé tout. Tout ce que je raconte pendant mon coaching, mes formations, c'est ce que j'ai testé sur mon dos, sur mon chair. Et j'ai testé Nawak pendant 1 an, donc j'ai bien compris le fonctionnement du site. Moi, personnellement, comme j'ai jamais été vraiment très axée pub ni figuration, moi, j'ai pas trouvé vraiment que ça valait le coup pour moi. Et j'ai préféré faire le site moi-même, etc. Mais oui, effectivement, il y a des points positifs. Concernant les annonces, moi, j'ai jamais eu de soucis pour trouver sur les réseaux et sur les plateformes gratuites l'annonce qui m'a intéressée sur Nawak. C'était effectivement peut-être pas tout de suite, c'était peut-être un ou 2 jours après, mais c'est justement ça, quand c'est une annonce qui est assez intéressant, quand c'est un rôle, un vrai rôle qui est recherché, souvent, ce n'est pas une question d'une seule journée quand même. Donc, il y a le temps que les directeurs de casting prennent, tant qu'ils peuvent, les pauvres, parce qu'on sait qu'ils sont très, très pressés en ce moment. Mais en général, il y a quand même une petite semaine pendant laquelle on peut postuler, même s'il est très important d'être rapide et efficace. Donc, moi, quand j'ai vu quelque chose de hyper intéressant, j'ai pu trouver les coordonnées, j'ai pu trouver l'annonce quand même quelques jours après. Et l'avantage qu'il y a justement, c'est quand on n'a pas, par exemple, l'adresse mail du directeur de casting. Voilà, c'est vrai que les réseaux fonctionnent quand même assez bien. Quand il y a quelqu'un qui laisse cette annonce-là m'intéresse, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'adresse mail? Donc ça, je trouve ça quand même assez sympa, ça circule bien, quoi. Oui, ça aussi, c'est bien qu'on s'entraide entre nous, c'est sûr. Donc, il y a plein de moyens. Mais comme j'ai déjà dit, en fait, pour moi, vraiment, le réseau, c'est ce qui marche le mieux. Quand les gens vous connaissent, quand les gens vous ont vu, quand les directeurs de casting, ils ont déjà confiance dans cet acteur parce qu'ils l'ont vu pendant les auditions, pendant les ateliers, pendant toutes sortes de rencontres, c'est ce qui marche le mieux. Et c'est ce qui est le plus solide, en fait. Et je pense que c'est vraiment, ça doit être le but de chaque comédien, d'être vu et d'avoir les vraies relations humaines et les vraies relations avec le maximum de gens dans l'industrie. En plus d'une bande démo. Oui. Bon, mais ça, c'est le dossier, ça, c'est une autre chose. Donc, on est quand même obligé, bien sûr, à avoir les matériels impeccables. Ça, c'est une autre chose. On a une question de Sarah qui demande qu'est-ce que c'est une bonne self-tape? Alors déjà, peut-être dire ce que c'est une self-tape popularisée avec le Covid. Oui, c'est vrai que le self-tape, c'est un type de casting assez spécifique qui existe depuis très longtemps, en tout cas aux États-Unis, mais qui est vraiment devenu une pratique très, très courante en France depuis l'année dernière, après le Covid. C'est un type de casting qu'on passe en distance. Mais donc, c'est pas un casting en distance en sens propre, parce que maintenant, on passe aussi des castings par Zoom. Mais c'est un type de casting quand le directeur de casting vous envoie une scène qu'il faudra enregistrer soi-même. Donc, on a en tout courte période de temps, en général 2 journées. Donc, on doit enregistrer une scène chez nous, comme on veut, comme on peut, comme on le voit, et l'envoyer tout simplement au directeur de casting. Et souvent, ça va être la première étape du casting, après lequel, normalement,
les acteurs qui ont intéressé le plus vont avoir soit une rencontre réelle, soit même ils peuvent être confirmés directement après la sales tape. Donc, effectivement, la sales tape, c'est une grande question, très polémique, parce qu'il y a beaucoup de comédiens, surtout les comédiens, ben non, pas pourquoi, c'est pas vraiment les comédiens de théâtre et tout, mais il y a beaucoup de comédiens qui sont contre le principe de la soft tape parce qu'ils disent que c'est vrai, ça nous oblige à devenir ne pas seulement comédiens, mais aussi les chefs opérateurs, les ingé son, les réalisateurs, de trouver les partenaires parce que c'est toute une installation, effectivement. Ça paraît assez compliqué. Au final, je pense que les sales tapes, ce n'est pas aussi difficile qu'on y pense. Dès qu'on commence à s'y mettre, ça devient assez facile comme exercice, mais il y a certaines règles à respecter, effectivement. Et ce n'était pas le cas avant, parce qu'avant, les sales tapes, c'était quand même une mesure d'urgence. Donc vraiment, quand on a eu 99% de casting réel, si l'acteur n'était pas disponible, c'était possible de le demander d'enregistrer une sales tape. Mais donc, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire et donc, c'était presque pas important comment il l'enregistre. Sauf qu'aujourd'hui, comme la plupart d'acteurs passent les castings par self-tape, les règles de la réalisation de la self-tape et les demandes, ils sont vraiment montés. Donc, la barre, elle est très, très haute. Et donc, aujourd'hui, pour être pris au sérieux, pour donner une image professionnelle quand on fait la self-tape, il faut absolument qu'elle soit réalisée avec les certains demandes techniques. Donc, il faut qu'on a le bon fond neutre, par exemple. Donc, le fond de couleur unie, gris, blanc, je ne sais pas. Donc, il faut absolument que la lumière soit bonne. Pour ça, on a aussi plein d'astuces. Il y a des lampes qu'on peut acheter, des lampes lumière. Donc, moi, maintenant, j'ai un ring, le cercle, l'anneau lumineux, par exemple, qui est clair. Donc, il faut absolument avoir une très bonne lumière. Il faut avoir le bon son. Donc, ça vaut le coup d'investir en petite micro-cravate. Il faut avoir un partenaire qui va donner des répliques. Donc, tout ça, ça demande quand même une installation. Il y a vraiment, je peux parler pendant 1 heure à propos de chaque partie et donner des conseils sur chaque étape de comment réaliser la self-tape et vraiment sur chaque partie de ces demandes. Mais j'ai envie quand même de dire qu'avec tout ça, avec tout ce qui paraît compliqué, avec toutes ces demandes techniques, il ne faut pas oublier que la self-tape, c'est quand même un casting pour un acteur. Et donc, malgré tout, le plus important va rester le jeu. Parce que maintenant, les acteurs, ils sont tellement embêtés par cette partie technique que parfois, ils ont même la tendance d'oublier qu'en fait, ils sont là pour jouer et pour faire un bon choix. Donc, ça reste un casting. Mais ça reste un casting un peu spécial, dans lesquels moi, personnellement, je trouve pas mal d'avantages, malgré tout. Parce qu'on est chez nous, on peut le faire quand on veut, on est plus ou moins tranquille, on peut faire autant de prises qu'il nous faut pour choisir la meilleure. Donc, on est plus ou moins détendu parce qu'on peut choisir un partenaire qui nous met en confiance. On peut même le faire avec un coach. Donc, il y a quand même beaucoup d'avantages. En même temps, on manque justement ce côté relationnel, ce côté rencontre réelle qui, pour moi, c'est vraiment un grand dommage. Donc, cette partie, quand on peut échanger avec le directeur de casting réellement. Mais c'est les règles d'aujourd'hui, c'est comme ça que fonctionne tout le monde et c'est qui nous ouvre aussi des portes parce que beaucoup de comédiens qui ne vivent pas à Paris et pour qui c'était toujours le grand problème parce qu'ils n'ont pas eu l'accès au casting, maintenant ils sont légitimes, ils peuvent participer. Moi, je fais entre 4 et 7 self-tapes par semaine parce que mon agent, il est en Russie, il me propose des projets partout au monde. Donc, je passe régulièrement les castings pour les États-Unis, pour l'Angleterre, pour la Russie. Bien sûr que je n'aurais pas pu le faire si on n'avait pas eu le self-tape. Donc, il y a les pros, les contres, etc. S'il y a une question plus précise sur la self-tape, je peux répondre parce que la question est un peu large. Du coup, ma réponse aussi. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Marine, qui nous parle, qui revient un petit peu sur quand on parlait des sites, qui nous parle aussi d'agenceartistique.com.
Ouais. référencer les acteurs et actrices. Et alors, je ne connais pas le tout nouveau Moving Motion Talent. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai entendu parler, donc bien sûr, Agence Artistique, c'est un site référent, bien évidemment. Il y a beaucoup de gens professionnels de l'industrie qui consultent ce site, donc je veux dire que c'est assez important d'exister sur agenceartistique.com. Après, il y a quand même, il n'y a pas vraiment de culture, je trouve, en France pour les directeurs de casting de chercher les comédiens. Donc, la plupart du temps, quand même, ce que je vais dire, bien sûr, ils cherchent les comédiens, mais ils se lancent rarement, je pense, dans les recherches vraiment sauvages et ouvertes comme ça, parce que souvent, ils sont tellement limités en temps, et on le sait. Ils ont si peu de temps pour boucler le casting que, bien sûr, ils sont plus sereins quand ils peuvent passer par des gens qu'ils connaissent déjà ou par les agents à qui ils font confiance. Donc, même si c'est important d'exister sur Agence Artistique, je pense que c'est plus pour, pour permettre au directeur de casting de consulter votre profil s'ils vous connaissent déjà, plutôt que vous trouvez sur ce site. Je ne sais pas si je suis claire. Ouais, bien sûr, carrément. Donc, c'est important d'y être, effectivement. Mais, encore une fois, ce n'est pas le fonctionnement du spotlight anglais auquel j'ai déjà parlé plusieurs fois. Et ce qui peut permettre justement ces rencontres-là, c'est de participer justement à des ateliers avec soit des réalisateurs ou des directeurs de casting. Souvent, c'est un module de 3 heures ou une journée où le matin, on peut être avec le directeur de casting et l'après-midi avec un réalisateur. Et donc, tu as raison là-dessus, c'est que ça amène un avantage, c'est-à-dire que le directeur de casting nous voit En jouer, travail. répéter le travail. Même si c'est 3 heures, souvent c'est avec des groupes de 10-12 et on arrive quand même à faire des belles choses. Et l'après-midi, avec un réalisateur qui, lui aussi, va nous faire travailler soit des textes sur un long métrage qu'il doit tourner. Voilà. Donc, en même temps, ça permet aussi de faire, entre guillemets, un casting sauvage, quoi. Même si ce n'est pas vraiment ça, quoi. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Absolument. Je trouve que ces ateliers, c'est un très bon moyen de faire vraiment de créer les connaissances, de créer le réseau. Après, j'ai envie de dire que je sais qu'il y a beaucoup de comédiens qui sont contre ce principe parce qu'encore une fois, on rentre dans l'histoire de payer pour être vu, parce que ça coûte, et c'est normal que ça coûte parce que aussi les directeurs de casting, les réalisateurs, ils prêtent leur temps en fait et leur attention. Et je pense que ce qui est important avec ce genre d'atelier, c'est déjà de ne pas y aller avec l'espoir d'être embauché derrière, parce que c'est ça souvent le problème. Parce que les gens, souvent, ils ne viennent pas pour perfectionner le jeu, pour apprendre, pour s'amuser, pour jouer, pour rencontrer les gens, mais justement, ils le prennent comme je paye 50 euros et alors j'attends quand même un retour que vous me mettez dans votre base de comédiens, que vous m'appelez et les gens, elles sont mécontents parce qu'après, ils ont très peu de retours. Donc, je pense que déjà, c'est ça, il faut très bien le comprendre parce que sinon, on est obligé, c'est obligé que les gens vont être déçus, frustrés, ils vont dire que c'est une arnaque tant que ce n'est pas. Et déjà, j'ai envie de dire que les directeurs de casting, souvent, les gens qu'ils rencontrent pendant les ateliers, vraiment, ils les contactent. Sauf que peut-être il y a plusieurs mois ou même voire années qui vont passer entre-temps. Parce que peut-être ils rencontrent des bons comédiens, mais ils n'ont juste rien pour eux à ce moment. Donc, c'est normal. Et beaucoup de directeurs de casting avec qui j'ai passé les ateliers, ils sont revenus vers moi plusieurs mois ou même années après. Donc, déjà, ça arrive. Et une autre chose qui est très importante, je trouve, et je reviens à la question de la stratégie vraiment d'acteur, de mes coachings, donc de manière de voir sa carrière dans une façon assez logique, parce que moi, je suis persuadée qu'il y a de logique dans ce métier et que la carrière d'acteur ne dépend pas que du talent et de la chance. Et donc, pour vraiment suivre la logique, il faut que l'acteur comprenne très bien, en fait, qui il veut rencontrer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du cinéma
Par contre, il y a encore une fois énormément de genres, il y a énormément de styles, il y a énormément de types de projets et il y en a en fait peu de comédiens qui peuvent vraiment dire que tous les intéressent au même niveau et en tout cas qui sont capables de jouer dans tous les types de projets. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est de bien cibler qu'est-ce qui est vraiment le rêve, le but de comédien en ce moment de sa carrière. Donc, encore une fois, quand on définit le cible, ce n'est pas pour toute la vie, c'est pour maintenant, c'est pour quelques années, de se dire, moi, j'ai envie de jouer tel rôle dans tel type de projet. Et pour ça, j'ai envie de rencontrer tel directeur de casting parce que je sais qu'il travaille sur les projets qui m'intéressent et je sais que je suis exactement un comédien qui peut lui être utile. Pareil avec les réalisateurs. Et alors, choisir ces ateliers intelligemment. Ne pas sauter juste sur tous les ateliers où c'est marqué directeur de casting. Parce que j'ai entendu plusieurs fois les histoires des comédiens qui ont été en rage parce qu'ils ont dit « Ah, c'était une arnaque, je suis venue et en fait, ce n'était pas un directeur de casting, mais une assistante. » Ou « Ce n'était pas un directeur de casting classique, mais un directeur de casting enfant. » Mais je dis, mais ce n'est pas une arnaque, c'est ce que vous ne vous même pas pris le temps de vous renseigner, en fait, avant de vous inscrire. Alors, il ne faut pas être en rage après. Donc, plus… Justement, Lisa, oui. on a Philippe qui est très en forme, qui commande tout ce que tu dis. Vas-y, Philippe. Il nous dit, oui, mais ils en jouent et mettent en avant des prochains rôles sur des prochains films pour que les gens viennent et payent pour suivre leur stage. Qu'est-ce que tu en dis de ça? Donc, qu'il essaye de dire, je n'ai pas très bien compris, qu'il essaye de dire qu'ils sont en train de préparer le film. Dans l'annonce souvent des ateliers, ceux comment je pourrais dire, qui proposent ces ateliers-là précisent quand c'est par rapport à un directeur de casting qu'il va travailler sur tel film dans 2 mois ou un réalisateur qu'il est en préparation de tournage. Et donc, Philippe précise qu'ils se servent de ça pour dire, bah, tiens, il va tourner ce film-là, il y a un rôle qui pourrait m'intéresser, donc je vais aller à l'atelier. Puis en fin de compte… Oui, j'ai compris. C'est juste que ça a coupé un peu quand pardon. Non, j'ai compris la question. Oui, mais après, ça peut être tout à fait vrai. Mais encore une fois, avant de s'inscrire, il faut se renseigner sur le projet. Parce que même si le directeur de casting ou le réalisateur il est vraiment en préparation, déjà, être en préparation, c'est très large. Être en préparation, ça veut dire, ça peut être 3 jours avant le début de tournage quand le casting il est déjà terminé. Être en préparation, c'est vraiment large. Et se renseigner sur le projet, pareil, Google, notre meilleur ami, il y a plein de moyens de se renseigner sur les projets en préparation, même en préparation. Ça peut être un projet dans lequel mais il n'y a pas de place pour vous. C'est pas grave. Et même si c'est marqué dans l'annonce, ce n'est promis nulle part que le directeur de casting va faire la sélection et va boucler le casting avec les gens qui sont venus sur l'atelier. Ça peut arriver. Ça m'est arrivé une fois de venir comme ça à un atelier et ensuite être rappelé pour passer le casting pour un rôle principal, pour un long métrage qui justement les directrices de casting étaient en train de préparer et pour lesquels j'ai fait une scène parce que j'ai choisi une scène par hasard parmi ce qu'elle a proposé. Et c'était vraiment une scène de film pour lequel elle était en train de chercher les comédiens. Ça peut arriver, mais ce n'est jamais garanti. Et si les gens viennent en prenant ça comme la garantie, ça va mal finir. Ça va mal finir pour tous. Et évidemment, pour les comédiens, c'est plus vendeur de savoir que le directeur de casting il est en train de travailler, donc ça veut dire qu'il cherche, il guette et tout. Mais si ça marche comme ça, tant mieux. Il faut que ce soit le bonus, mais pas le but, parce que sinon, il y a vraiment trop de déception. Ce que je trouve intéressant justement dans ces ateliers, même si on ne s'attend pas à dire tiens, j'y vais parce que tiens, peut-être que je vais avoir le rôle du policier, je ne sais pas ça par hasard, le rôle du policier et tout, ce que je comprends très bien, mais moi je dis tiens, pourquoi pas d'y aller vraiment dans un état d'esprit où le directeur de casting ou le réalisateur va nous faire travailler une scène avec un partenaire qu'on ne connaît pas toujours d'avance.
Et l'important pour moi, même si on n'a pas de résultat après, parce que si on n'arrête pas de penser à ça, on va rater son atelier, ça c'est sûr et certain. Bah oui. C'est ce qui est important pour l'acteur qui participe à ce genre d'atelier, c'est une forme de coaching, c'est d'avoir un retour à la fin de cet atelier, des conseils d'un réalisateur ou d'un directeur de casting qui va nous dire, bah, tiens, toi, je te verrais bien dans ce rôle-là, moi ça m'est arrivé, je te verrais bien dans un rôle comme ça, tu es très à l'écoute. Voilà, il y a quand même un retour positif, jamais négatif. Enfin, moi, j'ai jamais eu de retour négatif. Donc, c'est constructif automatiquement et ça permet de ne pas repartir en disant bah, si j'avais su, je ne serais pas venue. Oui, bien sûr, mais c'est ce que j'ai dit tout le temps. En fait, chaque fois quand on rencontre le directeur de casting, que ce soit un atelier ou un vrai casting, bah, on peut perdre la bataille, mais gagner la guerre au final. Donc, même si là, on n'est pas pris, même si pendant l'atelier, bah, on a même l'impression que c'est bon, on ne s'est pas très bien accroché et tout, finalement, on peut être rappelé plusieurs mois après parce qu'ils ont la mémoire fantastique. Donc, vraiment, il se souvient des gens, des détails et ça peut donner ses fruits. Et j'ai envie aussi de dire que pour moi, ce qui est très important quand même, et c'est une chose auquel on parle rarement, c'est l'état d'esprit en fait d'acteur quand il va à ce genre de rencontre. Pareil, à l'atelier ou en casting. Parce que quand le directeur de casting, et ça je le sais parce que j'en parlais avec plusieurs, je fais des interviews sur ma page sur Instagram avec plusieurs directeurs de casting, et ils disent tous la même chose que quand ils voient l'acteur qui a les yeux affamés, on voit qu'il est prêt de mendier du travail, il a envie de travailler à tout prix, et donc il reste très peu de place pour le plaisir du jeu en fait. Il reste très peu de place pour la liberté et pour la légèreté. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il vaut mieux de ne pas se mettre vraiment dans la tête que le but de mon rencontre aujourd'hui, c'est ce que demain, on me propose un casting. Ça bloque énormément et les directeurs de casting, ils le sentent et c'est repoussant. Donc, il faut vraiment trouver cet équilibre. Aller aux ateliers avec les gens que vous avez envie de rencontrer parce qu'ils sont dans le pôle de vos intérêts, parce qu'ils sont vraiment dans votre cible, parce que vous savez qu'ils cherchent les comédiens comme vous. Si vous êtes un acteur qui est très comique, si vous voulez travailler dans les sitcoms, bah, c'est certains directeurs de casting. Si vous êtes un acteur qui est plus dramatique, qui a le jeu qui est beaucoup plus réaliste, plus naturel, vous avez l'intérêt de travailler dans les certains types de projets, c'est une autre liste de personnes en fait qu'il faut rencontrer, tout simplement. Et comme ça va être beaucoup plus bénéfique pour les deux côtés d'ailleurs, parce que les directeurs de casting, ils ont besoin aussi tout le temps de trouver des nouvelles têtes. Ils ont besoin de faire cette recherche et ça leur permet de voir les gens qui collent dans le profil qu'ils cherchent le plus souvent. Et donc, Après, on va passer à… Vas-y, Corinne. Après, faut qu'on avance. Ouais, non, par rapport justement aux erreurs, je rebondis sur ce que tu viens de terminer. C'est pour toi justement quelles sont les erreurs les plus courantes chez un comédien dans sa façon justement de gérer sa carrière, parce que là, ça peut être une de ces erreurs là, justement, d'aller dans un atelier, de se dire bon bah tiens, j'y vais, je vais absolument être pris pour un rôle dans le prochain film qui va réaliser quoi, par exemple. Puis on dit en général dans la gestion de la carrière, je trouve que vraiment le plus grand erreur, c'est déjà de ne pas définir les cibles et de ne pas comprendre qu'est-ce que l'acteur a envie de jouer. Ne pas comprendre son typage, ne pas comprendre qu'est-ce qu'il envoie en fait comme message quand les directeurs de casting ou les réalisateurs le voient. Et de ne pas comprendre vraiment quels sont ses points forts et ses points faibles sur lesquels il peut appuyer ou lesquels qu'il faut camoufler en certains moments peut-être. Parce que après, bon, les dossiers qui ne sont pas efficaces, les mauvaises photos, les bancs démos qui ne sont pas top, c'est très facile à réparer. Ça, bon, c'est vrai qu'il y a les règles, ça suffit juste une fois s'asseoir tout seul ou avec un coach et de comprendre comment le composer. Par contre, ce qui concerne vraiment le cible et la compréhension de typage de soi-même en tant qu'acteur, c'est primordial parce que
on risque de prendre la mauvaise route, en fait. Et juste d'aller et de taper dans la porte qui est fermée, qui est juste fermée ou qui ne nous intéresse pas en réalité. Donc, c'est vraiment pour moi l'idée de comprendre quel est le cible, où j'ai envie de jouer, qu'est-ce que j'ai envie de jouer et est-ce que je peux le jouer. Voilà. Il y a un aspect que je veux absolument qu'on discute ce soir, c'est tu parles de peur du comédien, Ouais. de croyances limitantes, etc. Ça, c'est parce que depuis tout à l'heure, on parle de casting, de cultiver son réseau, de bande démo, etc. Mais la base de tout, c'est d'oser franchir le pas. Bien sûr. C'est quoi les peurs que tu rencontres le plus chez les comédiens avec qui enfin, les comédiens que tu accompagnes? Ça, c'est déjà une question plus psychologique, en fait, et plus profonde, parce que effectivement, c'est ce que je dis toujours, et ce thème, on l'aborde pendant ma formation, et je dis qu'on peut apprendre à tout faire comme il faut, mais si dans la tête, vraiment, il y a une petite voix qui dit que tu n'arriveras pas, ça ne servira à rien. Et ce sont justement ces peurs basiques qu'on peut d'ailleurs rencontrer dans plein d'autres métiers, mais qui gâchent vraiment la vie et qui limitent, qui fait que l'acteur peut vraiment presque tomber dans l'autosabotage. Donc, les peurs comme, je ne sais pas, le syndrome de l'imposteur, quand l'acteur, en réalité, il n'est pas profondément persuadé qu'il a le droit d'être là parce qu'il pense que tous les autres acteurs en casting ils sont forcément mieux que lui. Il y a la peur de ne pas être accepté, en fait. Il y a la peur de grands changements de vie, parce que souvent, quand les acteurs ils rêvent de devenir célèbres, par exemple, on rêve tous de devenir célèbres, on est d'accord. On rêve tous de gagner beaucoup d'argent, de tenir un jour le César, Oscar, tout ce que vous voulez. Mais au final, les acteurs, souvent, quand ils s'approchent, par exemple, à un projet qui peut potentiellement les ramener sur un autre niveau, ils peuvent avoir le blocage antérieur. Et il y a peu de gens qui l'avouent, mais en fait, en réalité, la majorité, c'est le cas. Qu'à l'intérieur, en fait, on peut avoir la peur que ça va trop changer la vie. Ça va trop nous faire sortir de la zone de confort. Et donc, finalement, avec plein de peurs qu'on rencontre, comme les peurs de faire une erreur, comme la peur de syndrome de l'imposteur, comme la peur d'être rejeté, comme la peur d'être, par exemple, de ne pas être accepté par le public, de peur d'avoir les commentaires négatifs sur son jeu. Ce sont des petites peurs. Mais en fait, le plus grand peur, c'est la peur du succès, en réalité. Et beaucoup d'acteurs, ils vont vers le succès, mais au final, à mi-chemin, ils peuvent vraiment être bloqués, figés et se dire, mais finalement, je ne suis absolument pas prêt. Et qu'est-ce qui m'attend là? Et le show business, c'est trop compliqué. Et il y a trop de mythes autour du show business. Il y a, je ne sais pas, des drogues, de rock'n'roll, harcèlement et tout ça, tout ça. Est-ce que mes proches vont me soutenir? Est-ce que j'arriverai à tenir ce rythme? Et il y a vraiment les gens pour qui ça peut être un grand blocage. Donc, on a plein de types de ces petites voix et de croyances limitantes qui peuvent vraiment, malgré tout, malgré toute la volonté, malgré toute l'envie, qui peuvent faire que l'acteur qui a tout pour réussir ne réussit pas. Parce que son inconscient préfère le garder dans sa zone de confort. Et c'est ça, en fait, le truc le plus surprenant et pour moi, qui est vraiment le vrai dommage. Et c'est une chose avec laquelle il faut trouver la paix avec soi-même. Il faut trouver le moyen de chasser ces croyances limitantes qui peuvent vraiment bloquer. Et c'est justement ça, l'état d'esprit que les directeurs de casting ressentent aussi quand l'acteur vient dans la pièce pendant le casting. Quand il vient, par exemple, et il se dit déjà, ça ne vaut pas le coup, de toute façon, je n'arriverai pas. Ou ça ne vaut pas le coup, de toute façon, tous les anciens castings, j'ai raté parce que je ne peux pas lâcher prise. Et c'est ça qui fait que même avant de commencer, c'est déjà raté.
Et tout ça, ça vient de l'état d'esprit, de ses peurs, de ses croyances limitantes, mais qu'on peut battre. Bonne nouvelle. On n'est pas obligé de vivre avec ça toute sa vie. Donc, il y a des choses qu'on peut faire avec. C'est super intéressant et en fait, depuis tout à l'heure, je t'écoute et il y a plein de choses que tu dis, c'est très universel. Euh, dans le sens où en fait, si dans quelques années, tu en as marre des comédiens, C'est le coaching pour tout le monde. mais ouais, mais moi, typiquement, je suis entrepreneur, j'ai créé ma boîte il y a 2 ans et il y a plein de choses que tu dis qui me concerneraient en fait. Tu parles de syndrome de l'imposteur. Tu parles de ne pas arriver en casting en ayant l'impression de crever la dalle. Moi, c'est pas un entrepreneur, c'est pareil quand tu vas avoir un prospect. Il y a plein de choses et enfin, voilà, on est sur de l'acting ce soir, mais je trouve Mais qu'il y a plein de je vais dire une chose horrible que peut-être les comédiens vont pas trop aimer, mais avec tout mon amour pour ce métier, parce que je suis comédienne et si j'aurais pas aimé ça profondément, j'aurais jamais pu le faire pendant toute ma vie. Ça fait déjà plus de 16 ans que je suis comédienne. Mais en fait, en réalité, quand on parle de la construction de la carrière et de la gestion de la carrière de comédien n'est pas tellement différente de n'importe quelle autre carrière. Et c'est ça aussi que c'est pas mal de comprendre parce qu'on aime bien se considérer que, bon, nous, les artistes, c'est très spécial. Donc, d'un côté, c'est réconfortant de dire, pour nous, c'est vraiment spécial, c'est de l'art. Mais en même temps, si on le prend, si on le désacralise un peu, on comprend qu'on peut faire beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup plus de choses qui dépendent de nous. Donc, ce n'est pas juste le talent et la chance. Et que c'est plus terrienne, en fait. Il y a des choses sur lesquelles on peut et on doit influencer, qu'on doit prendre en main, qu'il faut juste comprendre et sur lesquelles on peut avancer. Et il y a les méthodes, il y a les algorithmes assez clairs. C'est ce que j'explique maintenant à mes élèves qui m'écrivent tout le temps. Ben oui, mais on n'a jamais pensé qu'en fait, il y a vraiment un algorithme qui est assez simple, qui est assez limpide. Et oui, c'est très logique. Pourquoi on n'a pas pensé avant? Mais je pense que si on ne parle pas du jeu, qui est vraiment quelque chose de très profond, très intime, très personnel, cette histoire du jeu, si on parle de la carrière, il faut la désacraliser. C'est comme n'importe quelle autre carrière. On a Jones dans le fil de discussion qui nous dit, donc il va encore plus loin, être acteur ou actrice, c'est comme être une marque ou une entreprise. Absolument. J'applaudis parce qu'en gros, c'est exactement ce que le parallèle, la métaphore aussi que j'utilise souvent, que l'acteur, quand il vient dans le marché, en gros, il va se vendre parce qu'il est son propre produit. Donc, il faut que lui, il a quelque chose à proposer. Il a sa marque, il a ses points forts, il a sa proposition commerciale unique. Donc, il dit, moi, je suis un acteur comme ça, je peux vous être utile pour ça, ça, ça et ça. Ça vaut le coup de travailler avec moi parce que je vous garantis la qualité, parce que je garantis que ça va être bien de travailler avec moi, vous ne serez pas déçus, je peux vous donner des recommandations, des références. Ce sont des choses qu'on trouve dans le business. Et si on se prend un peu comme son propre produit qu'on propose, encore une fois, ça désacralise et ça permet de mieux cibler, encore une fois, la question du typage et tout. Ça permet de mieux cibler et de mieux comprendre comment on peut proposer ce produit unique, parce que nous sommes tous des produits uniques, à l'industrie, au marché quand même, qui est un marché avec beaucoup d'argent. Et donc, il y a une grande question d'argent qui se pose, et c'est normal. Et les producteurs, ils vont vraiment penser au financement et c'est normal. Et donc, si on le comprend, on a beaucoup plus de chances de réussir. Parce qu'on va contacter les bons gens et on va leur proposer exactement ce dont ils ont besoin. Comme avec la marque ou l'entreprise. On a une question de Philippe, on change de sujet là. De plus en plus de comédiens se préparent par hypnose. Qu'en penses-tu, Lisa? Honnêtement, moi, je n'ai jamais testé. En tout cas, pas pour le travail du comédien. Donc, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pour jouer un rôle et se prépare par hypnose ou pour attaquer la carrière? Parce que si c'est pour attaquer la carrière, je déconseille. Il faut avoir vraiment la vision claire de ce qu'on fait.
Après, je pense que l'hypnose, comme les autres méthodes de psychologie et de travail psychothérapeutique, peut être intéressant justement, par exemple, pour travailler ses croyances limitantes. Pourquoi pas? Parce que quand on parle des peurs, on parle de l'inconscient. Et donc ça, ce sont des choses qui parfois sont très difficiles en fait à faire sortir. Parce que ça, bon, ça rentre dans la tête quand on est petit, parce que si vous avez eu des proches, des parents qui ont toujours dit que c'est pas un bon métier, tu arriveras pas à gagner ta vie, si tu veux être comédienne, il faut absolument passer, je sais pas, par le lit de quelqu'un. Ça rentre très profondément. Et même si on prend la décision après de vivre notre vie comme on veut, ce sont justement les petites voix de nos proches qui nous parlent et qui nous freinent. Et ça, peut-être, avec l'hypnose ou un autre type de travail avec le psy, on peut travailler, justement. Pour le rôle, je ne sais pas, jamais testé. Il y a une autre dimension aussi qui me paraît important de parler ce soir. Donc, si je t'ai bien suivi, tu disais, alors oui, c'est bien de postuler, mais le but ultime, c'est que les gens viennent vers toi, en fait, sans que tu aies besoin d'aller les chercher. Donc ça, c'est du marketing, en fait. C'est de la Ah oui, bien promotion. sûr. Bien sûr, c'est de la promotion. Ce serait quoi si tu as une ou deux astuces, un comédien qui n'a pas du tout mis en place de stratégie, communication, etc. aujourd'hui, c'est quoi ses priorités? Quelles doivent être ses priorités? Moi, j'aurais dit que d'abord, il faut, déjà, il faut comprendre encore une fois les cibles. Donc, il faut comprendre sur quel type de projet le comédien a envie de travailler. Donc, quel est son typage, quels sont des rôles qu'il a envie de jouer et qu'il peut jouer, parce qu'il y a aussi la côté apparence, personnalité qu'il faut prendre en compte. Ensuite, il faut créer le bon dossier, donc vraiment les matériels qui vont être solides, qui vont être professionnels. Et ensuite, s'il n'a pas encore des connaissances dans le métier, il faut envoyer les candidatures spontanées, tout simplement, au directeur de casting. C'est une chose qu'on peut et qu'on doit faire. C'est absolument normal. C'est le travail du directeur de casting d'être au courant qui existe comme comédien, et c'est le travail de comédien de le tenir au courant de son existence. Donc, c'est mutuellement propre et normal. Et donc, il faut envoyer les candidatures spontanées au directeur de casting qui travaille dans les projets qu'il a définis quand il a défini son cible. Il faut le tenir au courant, donc plusieurs fois par an, peut-être, chaque fois en proposant des nouveaux matériels, donc quelque chose d'intéressant pour que les gens commencent à s'habituer à son nom, à son profil. C'est la méthode marketing AIDA aussi. Attention, on crée l'attention, on crée l'intérêt, on crée le désir de travailler avec nous, et ensuite les gens passent à l'action. C'est comme dans le marketing. Donc, d'abord, il faut comprendre qui démarcher, créer leur attention, créer leur intérêt, et après, logiquement, vient le désir et vient l'action. Et donc, les gens, un jour, après avoir reçu 3, 4 fois, peut-être pendant un an et demi, en recevant tout le temps les mails spontanés, mais les mails avec de très bons matériels qui attirent le regard, qui sont professionnels, elles vont finir par un jour penser à ce comédien quand ils auront un rôle pour lui. Mais il faut très bien comprendre quelle est votre unicité, quelle est votre spécificité. Parce qu'on ne peut pas se présenter juste comme un bon comédien, parce qu'il y en a beaucoup de bons comédiens. Et si vous voulez que les gens se rappellent de vous, il faut trouver qu'est-ce que vous avez de unique. Et ça, c'est le PCU, proposition commerciale unique. Qu'est-ce que je propose exactement? Et ce que personne d'autre ne propose. Ça, c'est le plus compliqué. Effectivement, ça, c'est le travail qui est très difficile parce qu'elle est très personnelle, elle est très psychologique, elle est très... il faut avoir les visions très objectives. Donc ça, c'est la partie la plus dure, je trouve. Après, le dossier, c'est facile à faire. On est encore avec vous pour un petit quart d'heure, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Corinne, tu as une question? Sinon, moi, j'en ai plein. En fait, Lisa a répondu à la question qui, pour moi, je trouvais très intéressante sur le typage. Parce que, comme je disais, en matière de coaching, j'ai jamais entendu
cette proposition-là d'un travail pour un comédien pour qu'il puisse connaître son type primaire, quoi. Déjà, le mot typage, type primaire, et en fin de compte, je m'aperçois que, comme tu dis, ciblage, que c'est hyper important, justement pour éviter des erreurs, de postuler pour aussi bien un genre de rôle qui ne nous conviendrait pas parce que tout simplement, on a envie de s'exercer à quelque chose, un contre-emploi en fait. Voilà. Et donc, tu as répondu, on va pas reparler de ça, mais tu as répondu en fait sur l'intérêt de savoir, ce qui rejoint un peu l'unité, de savoir pour quel type de genre de rôle on est, entre guillemets, Fait. C'est ça. Voilà. Après, ouais, vas-y, tu as eu une question? Sinon, après, je reviens, mais bon, enfin, c'est pas une question personnelle, mais par rapport à la thématique, comment booster sa carrière de comédien, c'est aussi quelque chose d'important. Il me semble que j'en ai déjà parlé dans un live. C'est comment booster sa carrière de comédien après 50 ans. Est-ce que le travail est différent? Est-ce que il y a une façon de se vendre, entre guillemets, qui est différente? Pour moi, le travail n'est pas le même. Enfin, je sais pas comment je sais pas si c'est une question intéressante, si c'est important de la poser, mais je sais que c'est une vraie polémique actuelle. Donc, je reviens là-dessus parce que j'ai plus de 50 ans, voilà, je n'ai pas, voilà. Ne les fais pas, ne les fais pas. Là, c'est par rapport à la question, c'est bah oui, comment booster sa carrière de comédien après 50 ans, quoi. Et précisément en étant une femme, c'est pas rien, c'est pas rien. Non, effectivement, c'est pas rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait beaucoup de polémiques. Et grâce à un grand partie du travail de tunnel de 50 ans de AFA, et vraiment, c'est un sujet qui est très actuel. Mais moi, je peux dire que j'ai déjà eu plusieurs fois l'opportunité de coacher et de travailler avec des comédiennes qui ont eu plus de 50 ans. Et pour moi, l'algorithme de travail n'est absolument pas différent de ce qui est pour tous les autres acteurs. Pour moi, ce qui est différent, c'est vraiment le travail pour les enfants. Pour les enfants, c'est une autre histoire. Pour les enfants, c'est un autre marché. Ça fonctionne pas tout à fait différent, tout à fait de la même manière. Par contre, après, je trouve que pour un acteur, peu importe quel âge il a, ça va être toujours le même principe et ça va quand même toujours passer par le ciblage et par le réseau. Donc, en soi, je ne vois pas tant de différence dans les questions de se présenter à l'industrie. Par contre, pour ça, effectivement, il faut bien, encore une fois, trouver le typage. Donc, pour quel rôle on a envie de se présenter, etc. Après, une autre question plus large, c'est la manque des rôles pour de certains types, effectivement. Mais ça, c'est une question qui est plus concerne les scénaristes et les réalisateurs. Et heureusement, il y a beaucoup de travail qui se fait en ce moment pour que ça aille mieux. Et en tout cas, j'ai l'impression, ce dernier temps, de voir vraiment beaucoup de propositions dans les annonces de casting, justement pour les femmes de plus de 50 ans. Et ça me fait toujours très plaisir de le voir. Mais avec mes comédiennes que j'ai coachées et avec leurs résultats, je peux dire que exactement le même algorithme marche pour elles aussi bien que pour tous les autres. Donc, pour moi, c'est vraiment universel. Voilà pourquoi j'en suis aussi fière et je tiens aussi, parce qu'il est vraiment universel pour tous. Ça, je suis d'accord sur ce que tu dis. C'était juste pour savoir si il y avait une autre méthode, une autre façon de travailler. Enfin, je sais pas, hein, c'est pas. Voilà. Non, pour moi, non, parce qu'en fait, cette méthode, encore une fois, si on l'appelle méthode, ce que je propose, elle est très adaptive. Donc, en fait, elle est très personnalisée parce que, bien sûr, malgré tout ce que j'ai dit à propos du business, etc., on est quand même dans l'art et c'est très personnalisé. Donc, ce n'est pas une pilule magique qu'on peut juste prendre et
se réveiller célèbre. C'est plutôt un mode d'emploi qu'on peut vraiment adapter à sa personnalité d'acteur mais qui s'adapte vraiment à tout le monde. Donc, il n'y a pas de différence. C'est les mêmes étapes, c'est les mêmes principes, mais adaptés au profil d'une comédienne de 50 ans ou d'un comédien de, je sais pas, 18 ans, etc. Bien sûr, il y a ces nuances, mais en soi, la méthode est la même. On est d'accord. Absolument. Moi, j'ai une dernière question que je veux absolument te poser, un peu polémique, hein. Enfin, non, pas tant que ça, en fait, au final. Je voulais savoir ce que tu pensais du bénévolat. Surtout ou pas, j'allais dire surtout si je me mets si je me mets dans la peau de quelqu'un qui débute, en fait, qui n'a pas de carrière, enfin, qui en est vraiment à ses débuts. Quelle est ta position là-dessus? Est-ce qu'on doit forcément accepter des projets bénévoles? Est-ce qu'on doit se fixer des limites par rapport à ça, par rapport à ce qu'on se propose? Est-ce que les projets bénévoles, c'est juste fait pour la bande démo? Qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, moi, j'aime bien les projets bénévoles. J'en ai toujours fait, je continue de le faire, mais effectivement, au début, comme tu viens de dire, c'est indispensable pour la bande démo. Donc, la plupart d'acteurs passent par ça juste pour avoir les images, mais aussi de l'expérience sur le plateau, parce que c'est quand même indispensable. Mais en gros, moi, j'aime bien le bénévolat parce que ça permet de travailler avec les gens qui sont la plupart du temps pleinement investis. Tous les projets bénévoles, la plupart des projets bénévoles que j'ai faits m'ont offert des magnifiques rencontres qui ont après grandi et après, les gens qui j'ai rencontrés quand ils étaient les étudiants à qui j'ai donné un coup de main, ils ont après devenu les réalisateurs qui après m'ont appelé pour les projets payants. Donc, moi, je pense que c'est un excellent moyen d'enrichir déjà son réseau, d'élargir le réseau, d'enrichir son dossier, d'explorer justement les nouveaux types de rôles, si on a envie de changer le typage, si on a envie de changer, parce que, encore une fois, le fameux typage, il n'est pas collé vraiment pour toute la vie. Donc, nous, tant qu'on change, le typage peut changer aussi. C'est un excellent moyen de vraiment explorer et de trouver sa palette. Donc, moi, j'aime bien le bénévolat, vraiment. Et en plus, je pense que souvent, quand on parle de bénévolat, on parle de films d'école, de films d'étudiants. Et ils ont besoin de s'entraîner, ils ont besoin d'apprendre autant que nous, les acteurs, on a besoin de maintenir sa forme et apprendre aussi. Donc, je pense que moi, je suis pour le bénévolat et quand j'ai le temps, et si le projet m'intéresse, je continue à le faire parce que même si c'est pas pour la bande démo, souvent aussi, parfois, certains projets bénévoles, ils voyagent en festival, ils peuvent donner le renommée qu'on n'a pas si on fait un petit rôle sur un téléfilm où on a été payé, certes, mais qui nous a rien apporté comme pour les comédiens. Après, bien sûr, à un certain moment, c'est normal que l'acteur commence à se poser la question s'il arrive à vivre quand même grâce à son métier. Et il y a certains moments quand il faut se dire, il faut peut-être limiter le nombre de projets bénévoles, il faut mieux choisir ces projets bénévoles parce qu'à un certain moment, ça devient ça devient dommage de passer plusieurs jours sur le tournage et après recevoir les images qui ne sont pas exploitables parce que ça arrive souvent aussi. Et bien sûr, je suis absolument contre les projets qui essayent de passer pour les projets bénévoles tant qu'on sait qu'il y a la production derrière et qu'ils essayent juste de faire de l'économie sur les acteurs. Et sur les annonces, on le voit souvent. Donc, pour moi, quand c'est de bénévolat parce que c'est un film d'école ou parce que c'est un nombre de gens qui est super énergique, ambitieux, qui ont un superbe projet et c'est vraiment une équipe de rêve, oui, mais vraiment, il faut bien trouver pour que finalement bien chercher pour que finalement on ne se trouve pas sur un projet où justement les gens juste veulent faire de l'économie sur les acteurs parce que c'est un métier. Donc je suis un peu sur les deux chaises. Je suis pour et contre en fonction de la situation. Parce que nous, on organise avec le festival, on organise un kino. Tu connais le principe du kino? Ouais. Corinne, tu peux peut-être nous dire un mot sur ton expérience kino, enfin à Fécamp et ailleurs, parce que tu es une adepte.
Une addict. Ouais. Le kino, oui, moi, je trouve que c'est, ouais, je vais me répéter, mais c'est pas grave, hein, il y a peut-être d'autres personnes qui l'ont pas. Moi, je trouve que le kino, justement, comme les ateliers, c'est formateur. C'est formateur, enfin, pas les ateliers, mais les kinos, c'est formateur et c'est surtout efficace, hein, parce que ça, c'est un sacré training pour les acteurs, parce qu'on est obligé de faire un film en très peu de temps. Donc, qu'on soit réalisateur, comédien, preneur de son, monteur, il faut que tout soit fait en 48 heures, je crois que c'est le plus bas, pour que le film soit visible et à peu près construit, on va dire, terminé. Et je trouve que pour le comédien, parce que c'est la partie c'est très formateur, quoi, parce qu'il faut être efficace. C'est un peu comme quand on passe devant on doit passer un casting, il faut être efficace, quoi, parce que les directeurs de casting, ils vont nous faire répéter une fois, deux fois, et puis la troisième fois, ils vont dire, bon, c'est bon, ok, on sait que si la troisième fois, on repasse, il ne demandera pas déjà, donc on sait que c'est foutu, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être efficace, peut-être pas dès la première prise, mais au moins la deuxième, quoi. Donc, c'est un bon moyen d'être efficace et puis de travailler son métier de comédien. Et en même temps, comme tu parlais tout à l'heure de self-tape, où on apprend aussi à monter, à travailler la lumière, à prendre le son. C'est formateur. C'est formateur et c'est intéressant aussi. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport au kino. Je trouve que c'est génial comme principe parce que aussi, j'ai envie de dire que l'acteur, il a vraiment besoin tout le temps de maintenir sa forme. Donc, parfois, on a des périodes quand on n'a pas beaucoup de travail et je pense que c'est indispensable donc de trouver ce travail. Donc, pourquoi pas bénévole? Donc, vraiment de se mettre dans l'état de tournage, de travail sur le rôle, de création du rôle, parce que sinon, on perd vite en fait l'habitude. C'est Et ça. c'est ça le grand problème des acteurs on n'a pas des gammes à faire comme les musiciens ou les exercices tous les jours comme les danseurs. Il faut vraiment se forcer parfois pour trouver le moyen d'exercer son métier. Et je pense que c'est un excellent moyen. Et si on a la passion, je dirais, on le fait comme un vrai travail, quoi, que bénévole ou pas, quoi. Enfin voilà. Bien sûr. Ah bah bien sûr. Voilà. Donc là-dessus, ça change rien. Enfin, pour ma part, en tout cas. Non, ça change absolument rien. Et encore une fois, si on parle du bénévolat comme un moyen d'élargir son réseau, il est très important de rester professionnel, peu importe dans quel projet vous participez. C'est un film étudiant première année, il faut rester aussi professionnel que pendant un long métrage de Gaumont. Parce que c'est vrai que on peut payer très cher pour la manque de professionnalisme ou du respect. Il faut vraiment, moi je pense qu'une fois que le comédien a dit oui pour un projet, à partir de ça et jusqu'au dernier coupé, il va être professionnel à 100%. On a une question de Claire. Y a-t-il un site comme agentartistique.com qui répertorie tous les agents, non, pardon, tous les directeurs de casting? Oui, En il fait, y a en le site. gros, ouais, où est-ce qu'on trouve, parce que c'est vrai que tu as pas mal parlé de contacter les directeurs de casting. Est-ce qu'il y a un répertoire? Déjà, il y a le site de l'association de directeurs de casting, assorda.com. Il n'y a pas tous les directeurs de casting dedans, mais une grande, grande majorité, parce qu'il y a tous ceux qui font partie de cette association. Et sur ce site-là, que je trouve qui est très bien fait, on peut vraiment voir la filmographie de chaque directeur de casting. Il n'y a pas toujours de contact, mais il y a au moins la formulaire de contact. Donc, si on a envie de contacter les directeurs de casting, on veut. Certains mettent leur CV ou leur mail, mais trouver les contacts du directeur de casting précis, c'est assez simple parce que ils sont tous assez ouverts, parce qu'encore une fois, c'est leur travail. Il ne faut pas oublier que c'est leur travail de connaître les comédiens. Donc, c'est normal pour un comédien de démarcher les directeurs du casting. Mais donc, le site Assorda, je trouve qu'il est très, très bien. Super. Merci beaucoup, Lisa. On arrive tranquillement à la fin de cette rencontre. Si certaines personnes qui ont suivi ce live veulent en savoir plus et éventuellement être accompagnées
par toi, comment doivent-ils s'y prendre? Bah, le plus simple déjà, c'est de s'abonner à ma page sur Instagram qui s'appelle Pour les comédiens, tout simplement, ou sinon de rendre visite sur mon site pourlescomédiens.com où il y a toute l'information sur ma formation. Et sur la page sur Instagram pour les comédiens, il y a presque 300 vidéos et articles gratuits qui répondent à 300 questions que les comédiens se posent tous les jours. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas vraiment à vous abonner. Je réponds à plein de questions aussi tout le temps en stories. Donc, je suis très ouverte à tous les contacts. Donc, c'est très probable que peut-être même vous allez trouver les réponses aux questions qui vous enquêtent, même sans forcément passer par le coaching. Moi, je ne pousse personne à faire le coaching. Je fais ça pour aider les comédiens. Et il y a beaucoup de comédiens qui trouvent aussi un sort de soulagement d'être dans cette communauté parce qu'il y a déjà presque 3000 acteurs qui sont dans notre communauté pour les comédiens. Donc, j'invite tout le monde et j'ai envie que cet espace il reste vraiment utile, ouvert à tous. Donc, bienvenue pour les comédiens. Voilà. Merci, On a Lisa. je viens de partager le lien dans le fil d'actualité. Merci beaucoup, Lisa, c'était super intéressant. Non, puis Merci. encore une fois, moi, enfin, comme je t'ai dit, moi, je ne suis pas comédien et j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que je trouve que, en fait, tu peux vraiment. Enfin, ça concerne plein d'autres personnes, en fait. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant. Donc merci beaucoup. Merci.